Il est fatigué. Yves Robé, donc, qui est directeur de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Haute École Paul-Henri Spaak, qui va nous parler un peu de comment l'équipe éducative peut travailler ensemble, des ressources qui sont à sa disposition et de la préparation des futurs enseignants. Voilà, tout un programme. Oui, bonjour. Je pense que ça... Vous entendez? Oui? Non, hein, je pense pas. On va peut-être prendre un autre. Prenez celui-là, alors. Attention. Ah, il faut le Près de la bouche. près de la bouche, alors. Comme ça? Ah oui, voilà. Comme quoi la technologie. Voilà, je vais essayer en 10 minutes de vous parler en gros de ce que c'est la formation initiale des enseignants aujourd'hui et les effets pour la vie quotidienne et aussi évoquer le futur parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour le moment. Alors, je vais essayer d'être le plus concis possible en mettant aussi en évidence les paradoxes parce que je pense que c'est là-dessus qu'on peut commencer à travailler. Alors, il faut savoir, la formation initiale des enseignants, c'est 3 ans en belgitude. Oui, belgitude. En gros, dans ces 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Mais les étudiants s'inscrivent, on essaye de faire un tri par rapport aux gens qui ont les compétences de base. C'est pas si évident que ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'être enseignant, c'est répéter ce qu'on a appris quand on était soit dans le primaire, soit dans le secondaire. Or, c'est pas du tout ça. Le métier d'enseignant, c'est infiniment plus difficile. Donc, il y a une partie de tri, si vous voulez, on peut dire ça comme ça, de manière très basique. Et avec les étudiants qui s'en sortent, on essaie de les amener le plus loin possible dans les compétences et dans leur capacité à transmettre les choses, les savoirs aux enfants. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape au niveau de la formation, c'est de manière très concrète, vous avez des cours, on va appeler ça de la théorie, vous avez des stages avec des ateliers qui accompagnent les cours et les stages. En gros, dans les cours, c'est les formations de base, les contenus de base, etc. Et puis, il y a ce moment privilégié dans la vie d'un futur enseignant, c'est d'expérimenter ce qu'on a appris dans les cours et de le tester dans les écoles. Alors là, arrive le premier paradoxe. C'est que dans les écoles, tout à l'heure j'entendais qu'on parlait d'un certain nombre d'écoles qui ont des projets d'inclusion ou qui ont des beaux projets simplement d'enseignement qui tiennent en compte la diversité des publics d'enfants. Mais hélas, quand on est un jeune apprenti stagiaire, futur enseignant, les écoles ont une difficulté de plonger directement ces apprenants dans des projets innovants. Et du coup, on va plutôt les mettre, c'est une réalité ça, dans des classes où finalement les choses sont bien rodées. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que les étudiants, tous très motivés, ceux qui ont passé ce premier tri, se retrouvent devant des systèmes scolaires finalement assez classiques. Et donc, première difficulté, c'est comment faire pour que ce schéma de base assez classique devienne une source dynamique et de ressourcement à la fois pour lui-même, pour l'école qui les forme, c'est-à-dire les instituts pédagogiques, et aussi pour les écoles de stage, c'est-à-dire les écoles ordinaires. Donc ça, c'est un premier paradoxe. Ensuite, il y a des cours plus spécifiques. Alors vous savez peut-être que dans la plupart des instituts de formation, il y a des cours qu'on appelle, c'est un module, ça s'appelle enseignement spécialisé. Il y a des cours qu'on appelle orthopédagogie. Et à l'intérieur de ces deux cours, il y a toute une approche à cette diversité des publics qu'on peut avoir. Et aussi, une troisième chose qu'on oublie trop souvent, c'est qu'à travers l'ensemble des cours de formation, aujourd'hui en tout cas, il y a une sensibilité très marquée sur ces publics différents qu'on peut rencontrer au sein des écoles. Mais là, le deuxième paradoxe. Qui va injecter dans ces cours cette réflexion tout à fait particulière? Mais ceux qui sont très conscientisés par rapport à la problématique de l'inclusion. Les autres, ça va être un peu plus difficile. Et donc, vous allez vous trouver avec des étudiants qui ont, pour certains, vraiment une formation très impliquée dans la question de l'inclusion, et d'autres, c'est nettement plus subtil, beaucoup plus léger, voire totalement vide. Je n'ai pas peur de le dire, vide. Les étudiants qui partent en stage en enseignement spécialisé, mais très souvent, on considère
dans les écoles, oui, ça c'est un stage plutôt de ressourcement, de questionnement, de découverte. Mais ce n'est pas un vrai stage. Un vrai stage, c'est avec des bons enfants, du général, si possible, en maths fortes, ça c'est les meilleurs de tous les élèves possibles et imaginables. Beaucoup d'enseignants formateurs ignorent ce que c'est l'enseignement spécialisé. Et donc, voyez-vous, il y a comme ça une espèce de paradoxe. Alors, il y a des luttes intestines au sein des écoles pour faire reconnaître ce type de stage. Dans pas mal d'écoles, on permet aussi aux étudiants de faire des choix de motivation au niveau de leur stage. Et un certain nombre d'entre eux décident de faire des longs stages dans l'enseignement spécialisé. Alors là, c'est intéressant de voir un peu la dynamique qui se passe au sein des écoles pour voir comment ils ont réussi, avec une équipe de profs, à faire accepter ça par l'ensemble des collègues. Mais bon, on ne va pas trop discourir là-dessus, je n'ai que 10 minutes, mais il y a moyen de faire un colloque entier rien que sur cette question-là. Donc ça, si vous voulez, c'est la difficulté qu'on peut rencontrer. Et à l'issue de ça, ça dure 3 ans seulement, les étudiants ont un diplôme. Alors, c'est le dernier paradoxe, ça, à mon avis, c'est vous postulez, vous n'avez pas besoin d'un titre spécifique pour travailler avec des enfants qui ont des besoins spécifiques. Je ne vais pas revenir sur la polémique, il y a peut-être beaucoup d'enfants qui ont des problèmes, des besoins spécifiques en dehors de ce qu'on qualifie d'habitude d'enfants spécifiques, mais en tout cas, il n'y a pas de nécessité académique. Sauf quand même qu'il y a 2 grandes possibilités. Il y a des formations au niveau de la promotion sociale, il y a des institutions qui forment de manière complémentaire les enseignants qui le désirent pour essayer de mieux savoir ce que c'est l'enseignement spécialisé. Ils reçoivent une indemnité complémentaire qui est largement, je pense, de 30 € ou de 35 €, parce qu'il y a eu peut-être une augmentation il n'y a pas tellement longtemps. Oui, voilà. C'est-à-dire, c'est ridicule, c'est pas ça qui motive les enseignants, vous êtes bien d'accord. Et alors, il y a aussi, dans les écoles normales, c'est des instituts pédagogiques, hein, c'est toujours l'ancien nom, une 4e année d'école normale qu'on appelle la 4e ortho, où on forme les étudiants à une prise de conscience, mais de manière très ciblée, sur ces problématiques-là. Alors, un jour, j'ai fait le calcul, c'est 0,005% d'étudiants qui suivent cette formation. C'est-à-dire un souffle. Alors, ça c'est la situation d'aujourd'hui. La situation de demain, vous avez peut-être entendu parler ça dans la presse, on parle beaucoup de la mastérisation de la formation des enseignants, c'est-à-dire en gros l'allongement des études. Alors, l'allongement des études, c'est pas simplement d'étirer ce que l'on fait actuellement, c'est ce qui existe, c'est à la base, c'est un minimum, mais c'est de rajouter des éléments qui permettraient aux gens d'être plus conscients des problématiques. Et donc, une idée comme ça qui traverse plein de têtes de gens qui vont à ces réunions, mais cette fameuse année d'orthopédagogie, parce que tous les étudiants qui suivent cette année de formation, ils perdent un an de salaire, parce que c'est une année complémentaire. Disent tous, nous, on est extrêmement intéressés, parce que ce qu'on a découvert là, ça a donné de la finesse, de la qualité à ce que nous avons appris en tant qu'enseignants. Donc l'idée, c'est d'imposer ça dans le cadre de la mastérisation. Voilà, ce serait peut-être une des pistes qu'on pourrait avancer par rapport à ça. Voilà, j'ai essayé de faire le plus bref possible au niveau de la formation. Maintenant, il y a un autre élément important que je voudrais juste évoquer avant de donner la parole au suivant. Et je fais court volontairement pour qu'on puisse discuter de ça après, parce que ce qu'on fait dans les écoles normales, c'est sympa, mais c'est plutôt ce que vous avez à dire. C'est que beaucoup d'enseignants sont aujourd'hui dans des projets avec des écoles, dans des projets avec des associations, où justement les bonnes conceptions qu'ils ont de l'enseignement sont systématiquement remises en question par la simple réalité du terrain. Quand on fait venir dans une école normale des parents qui ont des enfants qui ont des handicaps et qui expliquent le quotidien de ces parents à des formateurs, et que les étudiants sont là aussi, vous avez des gens qui sont ébranlés en disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a raconté comme bêtises pendant quelques années ?» Et ça, je pense que c'est vraiment important. Si on veut qu'un jour, la formation initiale des enseignants progresse, c'est de coupler des formations continuées avec les gens du terrain. Et dans ces formations continuées, c'est d'y mettre aussi des parents comme témoins de leur vécu. L'école, son rôle, c'est d'aider les enfants à apprendre.
il y a le serment de Socrate qui insiste très fort là-dessus. Hein. Je viens d'en faire quelques-uns de serments de Socrate avec les étudiants qui ont été diplômés. C'est de mettre toute sa volonté, toute son énergie pour le bien des enfants. À un moment donné, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, mais qui est terrible. C'est que le quotidien finit par user la mobilisation des enseignants. Il y a beaucoup de petites choses au quotidien qui font qu'on oublie que certains enfants ont des difficultés pour telle ou telle chose. Et là, grâce à ces formations continues qu'on devrait imposer tout au long d'une carrière, de rappeler ce que c'est l'enfant, l'enfant qui évolue, l'enfant qui change. Quand je vois les petites photos qu'on a montrées des enfants, je pense qu'il y a des collègues qui ne se rendent pas compte qu'on peut faire beaucoup de choses avec beaucoup de gens. Voilà. Ce couplage permettrait à la fois d'améliorer les maîtres de stage, en disant « Ah, moi j'ai travaillé avec un étudiant, des parents et l'école de formation ». Améliorer la formation des maîtres de stage, ce serait peut-être une excellente idée. Première chose. Deuxième chose, que les parents osent exprimer, osent expliquer les choses. Pas râler sur les écoles parce que parfois elles sont difficiles à gérer le truc, mais d'aider les formateurs et les étudiants à prendre conscience de ce que c'est le métier d'enseignant dans toute sa diversité. Voilà. Je fais vite, je fais court, je pense que j'ai été assez carré. Hein, comme d'hab. Voilà. Merci.